Métaux précieux, y a-t-il encore des opportunités techniques en bourse? La rotation éventuelle vers l'argent-métal, ou encore le platine, ou encore le palladium. Cette rotation éventuelle peut-elle remettre en cause la suprématie de l'or alors que, souvenez-vous, le gold en bourse à tendance haussière est archi-mature et que tous les objectifs haussiers théoriques ont été faits ou presque faits. Chers amis, point complet sur les métaux précieux, restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir, il y a des opportunités à saisir. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi, comme chaque mercredi, de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex, où nous couvrons chaque semaine les principales tendances du marché d'échange et les principales tendances des matières premières cotées les plus liquides. Et donc, cette semaine, focus sur le compartiment des métaux précieux. Si vous me suivez depuis plusieurs années, plusieurs mois, voire plusieurs années, vous savez que j'ai accompagné avec vous la tendance haussière de l'or depuis le breakout haussier qui a eu lieu en janvier-février 2024 et que je vous ai proposé des cibles haussières techniques qui, pour la plupart, ont été atteintes, voire dépassées, sauf peut-être des toutes dernières, un poil au-dessus du niveau actuel des cours. Très bien. Non, mais je ne suis pas là pour vous parler de l'or dans cette nouvelle édition de Fast and Forex. Alors si, forcément, dans la première partie de la vidéo, je refais un point sur le gold technique et où en sont les différents moteurs fondamentaux. Non, le véritable intérêt de cette vidéo, c'est pas ça. D'ailleurs, son titre l'indique. Métaux précieux. Y a-t-il des opportunités techniques? Alors de quoi parlons-nous? Nous n'allons pas couvrir tous les métaux précieux, simplement les métaux précieux les plus liquides en bourse. L'argent métal, XAGUSD, le platine, XPTUSD, le palladium, XPDUSD, et il se passe des choses sur le plan technique. D'ailleurs, l'argent, autant sur l'or, mes objectifs ont été faits, ou quasiment faits, sur l'argent, objectif atteint. Souvenez-vous, cette cible des 35 $, cette cible des 35 $ que j'ai évoquée 1000 fois dans mes émissions Fast and Forex, en 2024, étant déçu qu'en 2024, cette cible n'a pas été faite puisque le marché avait dû faire 34,80. Eh bien, ça y est, les 35 $ sont faits. Alors justement, maintenant que cette cible technique est faite, peut-on aller plus haut ou pas? Faut-il prendre ses profits? Que dit l'analyse technique comparative entre l'argent et l'or? Et vous allez voir là, j'ai des choses vraiment intéressantes à vous montrer. Donc, je vous donne le plan. Donc, première partie, forcément, il faut refaire un point technique sur le gold. Aucune nouveauté depuis que je vous l'ai fait il y a 3 semaines, mais quand même, un petit tour d'horizon technique sur tous les horizons de temps, voir où en est ce marché. Deuxième partie, je vous liste souvent les fondamentaux d'influence pour le cours de l'or en bourse. Les principaux moteurs fondamentaux haussiers, en tout cas les moteurs qui ont permis à l'ascenseur gold de progresser. Ce moteur repose sur plusieurs moteurs et forcément l'idée de savoir quels sont les principaux et sont-ils encore en forme? Le manque d'essence va-t-il bientôt se faire sentir? Donc je les reliste, je vous donne ce que j'estime être les 3 principaux moteurs à surveiller et naturellement, alors que j'évoque des cibles techniques quasiment toutes faites sur le gold ou presque faites, fondamentalement parlant, si c'est vraiment le top du marché, c'est que ces 3 moteurs s'éteignent. Si on doit encore, alors si on doit aller chercher mes ultimes cibles, car j'en ai encore un peu au-dessus, ou pas, tout dépendra de ces 3 moteurs. Ensuite, troisième partie, comment expliquer un tel retard de l'argent, du platine et du palladium ces dernières années? C'est, 18 derniers mois vis-à-vis du gold. Comment expliquer ça? Parmi ces 3 métaux précieux, lequel a aussi un statut d'actif de réserve, comme le gold, ou pas? Des statuts peut-être qui sont ambivalents. Nature industrielle. Peut-être qu'il y a un lien avec certains secteurs industriels. Qu'en est-il de l'aspect financiero-financier? Et que nous dit l'analyse technique? Donc je referai un passage en vue des fondamentaux qui comptent pour platine, palladium et l'argent. Quatrième partie, l'argent.
je vous fais un suivi technique. Vous allez voir, j'ai un signal de surperformance de l'argent vis-à-vis du gold. Pas la séance d'aujourd'hui ou même de la semaine. Je parle de graphique de moyen long terme. J'ai un signal technique de meilleur comportement relatif de l'argent vis-à-vis de l'or. Son rattrapage a déjà commencé depuis une dizaine de jours. Mais ce qu'il peut encore se développer davantage. Ma cible a été faite 35 $, mais c'était qu'une cible intermédiaire. Donc je vous parle de l'argent. Ensuite, 5e partie, platine. Mamma mia, un signal technique donné la semaine dernière, jeudi, vendredi dernier, un breakout qui a permis au truc de s'envoler. Uniquement analyse technique. Franchement, je vais vous montrer le signal donné jeudi dernier. Un breakout, sorti d'un range vieux de plusieurs mois. Ça part. Direz-vous, oui, ok, ça y est, c'est trop tard. On n'est pas là pour dire c'est trop tard, c'est pas trop tard. On est là pour comprendre comment ça marche sur le plan technique, parce que ces configurations se reproduisent tout le temps. Ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Mais bien sûr, on va voir ce qu'on peut envisager sur le platine. Ensuite, sa 6e partie, le palladium, qui est le plus en retard de ces métaux précieux. Est-ce qu'on peut encore y croire? Est-ce qu'il n'est pas trop freiné par certaines dimensions industrielles, et notamment le lien avec le secteur automobile qui lui met la pression, qui le maintient à un niveau bas? C'est un peu différent pour le platine, même si les deux sont liés au secteur automobile. Et puis enfin, ce n'est pas vraiment un métal précieux, mais c'est un métal qui compte, précieux dans le sens qui compte, mais il a une dimension industrielle énorme, et bien sûr, le cuivre n'est pas du tout un actif de réserve, comme l'est l'or et comme peut éventuellement l'être l'argent. Le palladium et le platine ne sont pas des actifs de réserve en sens valeur refuge métal précieux, clairement pas. Le cuivre, absolument pas. Mais d'autres facteurs le propulsent. Techniquement parlant, c'est une tendance haussière. C'est lent, c'est très saccadé, mais et puis sur le long terme, il y a toutes les bonnes raisons de croire que d'un point de vue industriel, le cours du cuivre pourra aller plus haut. Bon, eh bien écoutez, chers amis, bienvenue à ce tour d'horizon technique et fondamental pour les métaux précieux, or, argent, platine, palladium, et donc un mot aussi sur le cuivre. Forme de l'introduction, je vous remets comme d'habitude les éléments à l'écrit. Oui, c'est chargé, mais bon, c'est chargé, c'est à la fois concis. Il fallait forcément que je vous reparle du gold. Bien sûr, platine, palladium, argent, le rattrapage qui a commencé, c'est beau, les super signaux techniques qui ont été donnés la semaine dernière. J'espère que certains vous êtes bien dessus, je vais vous en faire le suivi. L'argent, le platine, le palladium, le cuivre. Voilà le plan de cette nouvelle édition du Fast and Forex. Et oui, le rattrapage des autres métaux précieux a commencé sur le gold à un moment où justement, à un moment où la tendance haussière de l'or est bien mature, où clairement il n'y a plus de ratio rendement risque pour quelqu'un qui n'est pas positionné sur le gold. Je le répète, depuis des semaines, vous avez acheté depuis début 2024 ou en 2024, c'est bien. Vous n'avez jamais acheté le gold, on ne l'achète pas maintenant. Je regrette. En tendance haussière, oui, elle est haussière la tendance. Mais on achète sur support. On achète. Il y a deux règles de base pour avoir un portefeuille boursier à succès. En tendance haussière, on achète, et en tendance haussière, on achète sur support. En tendance baissière, on vend, et en tendance baissière, on vend sous résistance. Point final. Vous appliquez ça, vous maximisez votre espérance de rentabilité. Parce que le nombre de fois où j'ai pu voir les investisseurs balayés par le marché et me disant « Je ne comprends pas, Vincent, c'est une tendance haussière, j'ai acheté. Pourquoi je perds ?» Parce que tu as acheté tout en haut, sous résistance, après l'impulsion. Oui, mais là, quand c'était sur support, tout le monde était pessimiste. C'est toujours pareil. Bref, toujours les mêmes erreurs. Bon, alors, revenons au sujet. Donc, métaux précieux, rattrapage a commencé. Tout d'abord, faisons justement un état des lieux de la situation. Vous avez sous les yeux la performance. Alors, effectivement, vous notez, donc là, il se passe quelque chose. Il y a depuis une dizaine de séances. Enfin, donc, l'or, lui, s'est mis à plat. Donc, voilà. Moi, je vous alerte sur la maturité de l'or depuis plusieurs semaines. Il est à plat depuis plusieurs semaines.
Et ce qui est intéressant, c'est que les retardataires, donc là vous avez la performance depuis un an des principaux métaux précieux, vous pouvez voir qu'il y a une pontification de la courbe des retardataires, en particulier le cours du platine et le cours de l'argent, pour lequel j'ai énormément de choses techniques intéressantes à vous montrer dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. Donc, effectivement, il se passe quelque chose. Il y a un début de pontification. Alors, tout d'abord, oui, j'insiste, et donc j'ai mis la couleur rouge, les objectifs techniques, théoriques, haussiers du gold, cette fameuse vague 5, ça c'est le décompte Heliotis que je vous propose depuis 2 ans, la vague 5, pour lesquels je vous ai proposé beaucoup d'objectifs de cours, ont tous été faits ou proches de l'être. J'insiste, en termes de ratio rendement-risque. Et même si là, il n'y a pas de renversement baissier sur le gold, parce que parfois on me fait dire ce que je ne dis pas. Alors, pour le gold, reprenons tout. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles du gold. Je suis en échelle logarithmique. L'échelle arithmétique, l'échelle logarithmique. En échelle arithmétique, il n'y a pas de sujet, toutes les cibles sont faites depuis longtemps et exposées. Je raisonne en échelle logarithmique. Le cycle haussier de l'or qui a démarré donc il y a quasiment 10 ans. Un cycle héliotiste complet, c'est 5 vagues. Là, c'est très visuel. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Depuis donc la fin de la vague 4, qui était une superstructure en ABC, mais surtout depuis le signal de breakout, qui a donc été donné ici début 2024, on dépasse le sommet de la vague 3, le marché entrait en vague 5. Et donc depuis ici, je vous propose des targets théoriques qui sont des projections des mouvements passés. Ma première cible, d'ailleurs qui avait un temps arrêté le marché, avait été faite il y a longtemps, 2800 $. C'était ma première cible principale. Ensuite les 3000. Ensuite une autre cible qui était le 1 pour 1 du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Ici, à 3200 $ a été faite. Et les cibles théoriques les plus bullish que je trouve, alors on peut toujours faire plus, mais là c'est juste des cibles théoriques techniques, ont été quasi faites ou approchées. C'était le 1 pour 1 de ce range, ça me donnait 3500 $, et j'en ai encore une, qui est en fait une cible théorique de la 5 de la 5, donc cette fois j'ai travaillé la 5 de la 5, le 0,618 du bas de la 1 de la 5, donc attention, là je sous-décompose, la 5 là je la sous-décompose. Je vais vite parce que je ne veux pas faire trop un focus sur l'or dans cette vidéo, je veux surtout vous parler de l'argent, du platine, du palladium et du cuivre. Voilà, donc ça me donne du 3550. Au-delà, j'ai plus rien. Mais ce que je veux dire, c'est que 90% de mes cibles haussières ont été faites. Ça peut être la fin, ou pas. Peu importe. Nous sommes beaucoup plus proches de la fin que du début. Et donc ce qui est intéressant, c'est que, regardez hein, la résistance de RSI et la résistance du LMACD, c'est intéressant parce qu'il y a un début de rotation en faveur donc des autres métaux dits précieux, mais qui n'ont pas le statut d'actif de réserve, comme le gold peut l'avoir, ou de valeur refuge. Alors, toujours sur le gold, la question est de savoir, je reviens régulièrement avec vous sur les différents moteurs fondamentaux haussiers du gold qu'il faut connaître, la tendance baissière du dollar américain, l'incertitude macroéconomique, avec la guerre commerciale dite des tarifs douaniers réciproques, l'aspect géopolitique, le cycle des taux d'intérêt des banques centrales, la demande industrielle en joaillerie en Chine et en Inde, la demande des banques centrales, la demande financière via les ETF. Bon, attendez, j'y reviens. Alors, si vous regardez ce premier graphique, qui nous vient du World Gold Council, clairement, trois facteurs ont joué le plus sur la hausse de l'or cette année. L'aspect Forex, donc la baisse du dollar, l'incertitude géopolitique et macroéconomique, les guerres et la guerre commerciale, et bien sûr l'expansion économique ici, ce petit espace violet qui est en fait la demande en joaillerie en Chine et en Inde. Pour moi,
ce sont ici les 3 principaux moteurs. En clair, alors que l'or a fait quasiment ses cibles techniques haussières, quasiment toutes, mais pas toutes, quasiment mais pas toutes. Si l'or doit faire 100% des cibles haussières, que je viens de vous remontrer, il le peut uniquement si ces 3 moteurs restent allumés. La tendance baissière du dollar américain, qui agit par corrélation inversée, l'incertitude géopolitique et macroéconomique. En clair, si des accords commerciaux sont signés entre les États-Unis, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, les États-Unis, l'Inde, etc., l'or perdra en soutien. Si des cessez-le-feu arrivent dans les principaux conflits géopolitiques du moment, bon, j'avoue, ça semble un peu lointain ça, mais peu importe. Là aussi, l'or perdra un moteur. Si le dollar rebondit, je ne sais pas moi, un rebond de l'inflation américaine, pas de pivot de la Fed, l'or perdra un soutien. D'accord ? Donc, il faut regarder l'ensemble de ces éléments. Pour l'instant, du côté du dollar américain, les données institutionnelles ne montrent pas d'affaiblissement de la tendance baissière du dollar US. Alors, pour le dollar américain, je vous ai fait la semaine dernière un topo complet dans le Fast and Forex. Reprenez-le s'il vous plaît, ça se trouve dans la playlist Fast and Forex en expliquant que le dollar était à la croisée des chemins techniques. Je ne reparle pas du dollar dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, mais dites-vous bien une chose, c'est que si le gold perd le moteur du FX, l'essentiel de la hausse de l'or a été du fait de la chute du dollar américain face à un panier de devises. Concrètement, l'or n'ira pas plus haut si le dollar a fait un bottom. Soyez-en archi convaincu. Archi convaincu. Voilà, donc ça, ce sont les moteurs à surveiller. Alors bien sûr, à part la Fed, bon, le Japon c'est un cas à part, mais à part la Fed, parmi toutes les banques centrales majeures, elles ont toutes repris la direction du sud. Vous avez ici le taux d'intérêt directeur de la Banque d'Angleterre, de la Banque d'Australie, de la Banque centrale de Suisse, la Banque centrale européenne, la Chine. Bon, le Japon, c'est pas pareil. Il n'y a que la Fed qui ne bouge pas. Et c'est vrai que la Fed, bon, inflation d'ailleurs cette semaine, le marché n'envisage pas de reprise de la baisse de taux d'intérêt des fonds fédéraux avant septembre. Mais quand la Fed pivotera, si la Fed réengage ses baisses de taux, est-ce que ça peut apporter un incrément de soutien en gold, effectivement. Et dans ces cas-là, encore une fois, tant que le dollar est baissier, l'or sera soutenu. Lorsque je parle d'un cycle haussier de l'or qui est mature, je ne dis pas que c'est fini. Je dis simplement, attention, commencez à gérer vos gains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, là, comme lui, il est très mature, on voit qu'il y a un passage de témoin aux platines, à l'argent et au palladium. Surtout aux platines et à l'argent. C'est factuellement des éléments techniques que je relève et qui me semblent intéressants. Alors, beaucoup se posent la question de savoir comment expliquer un tel retard de l'argent, du platine, du palladium par rapport à l'or. La chose, c'est que d'une part, l'argent et le platine, l'argent, le platine et le palladium n'ont pas le même statut, n'ont pas le statut d'actif de réserve, d'actif refuge. C'est un peu particulier pour l'argent. Alors, l'argent a vraiment une nature duale. C'est à la fois un métal précieux qui peut être recherché pour. Il y a des ETF, il y a des contrats futurs, il y a des contrats d'options. Mais l'argent est beaucoup moins liquide que l'or. Donc, il est moins recherché pour son aspect financier. Il y a moins de liens avec la baisse du dollar américain, même si la baisse du dollar américain soutient l'argent. Et vous allez voir, j'ai des signaux techniques qui arrivent où effectivement maintenant l'argent est rentré dans une phase de rattrapage. Mais il y a une dimension industrielle qui le bloque. Et de la même façon, cette dimension industrielle le rend beaucoup plus sensible au cycle économique. Alors, le platine, c'est très particulier. Platine et palladium, ça y est, quelque chose se passe, notamment sur le platine. Mais pendant très longtemps, ces derniers mois, ils n'ont pas profité de la hausse de l'or, en grande partie à cause de leur lien avec le secteur automobile. Le secteur automobile qui est sous pression, notamment en Europe, et aussi un peu aux États-Unis face à la concurrence chinoise. Et la particularité du platine, eh bien, c'est la difficulté face à une évolution du marché de l'automobile
et notamment l'augmentation des parts de marché des véhicules électriques. Vous ajoutez à ça le fait que la production a été abondante, c'est offre et demande. L'offre est restée abondante, ça a maintenu le platine à un niveau bas. Maintenant, les choses sont en train de changer. En tout cas, ni le platine, ni le palladium sont perçus comme des actifs de réserve au même titre que l'or. D'accord ? Alors le palladium, c'est pire. Le palladium, lui, a vraiment chuté en lien avec l'augmentation significative dans le secteur auto de la part de marché des véhicules électriques. Bon, ça, il n'y a pas de sujet. Et le palladium est beaucoup plus concerné que le platine. Pas du tout un actif de réserve. Et pour le coup, là, c'est un problème de demande. Malgré tout, d'un point de vue spéculatif ou d'un point de vue technique, il y a des signaux techniques qui commencent à être intéressants. Le cuivre, ce n'est pas un métal précieux. Le cuivre, c'est un métal industriel qui est directement lié à la dynamique industrielle en Chine, qui monte par paliers, qui est très lié notamment au secteur de l'immobilier en Chine. Et là, on peut compter sur la tendance haussière de long terme, et on peut compter notamment sur le fait que, eh bien, il y a des mesures de relance en Chine, des mesures de relance à la fois monétaires, la politique monétaire de la Banque centrale de Chine, mais aussi budgétaires, qui font que vous avez là des garanties fondamentales pour la tendance haussière de fond du cuivre sur le long terme. Donc, en clair, à tous ceux qui se posent la question de savoir comment ces derniers mois, les métaux précieux que sont l'argent, le platine et le palladium ont pu passer à côté de la hausse de l'or. Alors, c'est pas vraiment vrai pour l'argent, et en plus là, ce n'est plus du tout, puisque l'argent a commencé son rattrapage. J'arrive sur les signaux techniques. Mais pour le platine et le palladium, le problème, c'était à la fois un problème local d'offre et demande, une offre abondante notamment sur le platine, mais surtout le lien avec le secteur automobile. Et ce secteur automobile a tout bouleversé. Dans le rapport de part de marché entre les voitures électriques et les voitures thermiques. Ok, donc tout ça étant dit, y a-t-il du coup une rotation ? Ça reste quand même le sujet de la vidéo. Alors oui, j'ai relevé beaucoup de signaux de rotation. Notamment donc en faveur de l'argent. Alors, premier outil pour percevoir cette rotation, c'est un outil qui est vraiment percutant. C'est le ratio silver-gold. Si vous vous posez la question de savoir, est-ce que l'argent fait mieux que l'or ? Il faut créer un ratio. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du ratio argent sur or, XAGUSD sur XAUUSD. Si techniquement parlant, vous avez des signaux haussiers, c'est que l'argent fera mieux que l'or. Alors les deux peuvent baisser, mais l'argent baissait moins vite. Mais là, c'est pas le cas. Et donc, regardez un peu ce support qui est vieux de 35 ans. Regardez ce que je vous ai trouvé. Je vous ai trouvé un support technique vieux de 35 ans, sur le ratio argent-or. On vient de rebondir dessus. Au minimum, on peut aller chercher cette cible. Sur l'argent, mon objectif a enfin été atteint. Un objectif, j'avoue, c'était long. Objectif, je vous montre ici, donc, rappelez-vous, si vous reprenez mes émissions Fast and Forex de l'année dernière, cette fameuse cible des 35 $, qui était le A égale C. Enfin, c'est fait. Alors ça a été long, il y a eu beaucoup de personnes, investisseurs déchus. Déchus pourquoi ? Parce que j'ai parlé des 35 $ ici, quand il y a eu le breakout. C'était en mai 2024. Et depuis, ça ne faisait rien du tout. C'était volatile. Mais c'est monté comme un crabe, en fait, par palier. Et ça y est, c'est enfin fait. Donc, objectif atteint. Mais lorsque je vois un signal relatif comme ça qui est favorable à l'argent, sur le ratio argent-or, je me dis, encore une fois, par étape, par palier, et il y aura toujours des corrections. Mais je me dis que l'argent serait susceptible d'aller chercher les cibles qui se trouvent à un niveau supérieur, notamment ici la cible des 37,40, et voir pourquoi pas la cible des 40 $, qui est l'extension, le 1,236, et qui logiquement est l'extension que l'on peut viser lorsque le A égale C est dépassé. Encore une fois, je vous laisse regarder en hebdomadaire comment fonctionne là, l'argent. Il y a toujours des, regardez, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. En fait, là, on a fait un rôle. Donc, à un moment ou à un autre, il y aura encore une correction. Et je répète, même si c'est haussier et même si je pense... Alors,
Nous verrons hein, à la clôture hebdomadaire s'il y a vraiment un breakout des 35 $. Mais encore une fois, en tendance haussière, on a des objectifs haussiers, mais en tendance haussière, on se positionne sur support. Est-ce que là, l'argent est sur support? Non. Non, il n'est pas sur support. Il n'est pas sur support. D'accord? Ça, c'est la clé au final. Hein. Mais c'est valable en fait sur de nombreux marchés, que ce soit le marché action, le marché des matières premières, le marché des crypto-monnaies, où souvent c'est une question que peuvent se poser les investisseurs. Je ne comprends pas, c'était une belle tendance haussière, j'ai quand même perdu. Ben, oui, mais c'est parce que vous avez acheté un marché haussier qui n'était pas sur support. Oui, mais je ne suis pas forcément devant quand il est sur support. Dans ces cas-là, il y a la technique d'entrée dite du DCA. On rentre par petit paquet. On a une somme globale qu'on va investir, on la divise en 5 et on rentre une fois par semaine. Et ça donnera un prix moyen où on a plus de chances d'avoir un prix moyen qui soit à proximité d'un support. Alors, ensuite, le platine et le palladium. Donc là, alors, ça, c'est. Encore une fois, j'insiste sur la dimension industrielle. C'est pas un actif de réserve, c'est beaucoup moins lié au dollar, mais tout de même, je relève des choses techniques qui sont intéressantes et qui ont été données. Notamment, donc, regardez ça, la semaine dernière. Là, je parle de la cassure haussière d'une ligne de tendance vieille de 17 ans. Donc, c'est pas rien. Le marché casse par le haut un trend de baissier pluriannuel. Et regardez un peu les signaux qui ont été donnés ces 2 dernières semaines. Voilà. Donc, là aussi, on achète sur support, pas sous résistance. Là, ça va commencer à être suracheté. Mais dites-vous bien que ce signal fait qu'il y aura probablement un retour sur support, mais que derrière, on peut viser minimum ici. Donc ça, c'est vraiment à suivre sur le platine. Et les replis, parce que regardez, là, en journalier, vous voyez en journalier, bon, les signaux qui ont été donnés la semaine, le breakout c'était la semaine dernière, hein. Breakout, bon, là les supports sont archi loin, regardez les moyennes mobiles, mais tôt ou tard on y reviendra, et c'est à ce moment-là, que cela peut être une opportunité technique. Ah, le palladium, lui, il est encore tout en bas. Lui, il commence à partir. Moi, je me méfie toujours du palladium. Ok, il y a ce super support. Mais je me méfie toujours du palladium, comme je vous l'ai expliqué juste avant, de par son lien avec le secteur automobile. Toute cette chute ici du palladium, alors que l'or s'envolait, c'est parce que le palladium a été traité comme un métal industriel lié au secteur auto. Le palladium a souffert de l'explosion de la part de marché des voitures électriques. Mais d'un point de vue technique, le support moyen terme n'est pas loin, et on commence à avoir des cassures de résistance. Alors, est-ce qu'il va y avoir un effet d'entraînement comme pour le platine? À suivre. Et enfin, donc, un mot rapide sur le cuivre. Alors, le cuivre n'est pas un métal précieux, mais c'est un métal précieux dans le sens où son implication industrielle est telle, et pas que, hein, son lien aussi avec le secteur immobilier chinois est tel, que je pense que tôt ou tard, il y aura un breakout de cette résistance. D'ailleurs, si vous vous mettez en cours de clôture, vous voyez bien que en données mensuelles, petit à petit, on franchit des paliers. Et avec les mesures de relance en Chine, je me dis que avoir du cuivre sur le long terme, me paraît être une bonne stratégie. Là aussi, bien sûr, il faut acheter sur support, mais c'est très différent de l'or, et je ne serais pas surpris qu'on finisse donc par casser ce seuil ici. Notamment si, par exemple, des accords commerciaux devaient être signés. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette nouvelle édition du Fast and Forex. J'espère que ça vous a plu, et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté.